Athena Alexandra Brownfield est née à Elton, dans l'État de l'Oklahoma, le 6 septembre 2018. Ses parents étaient Wesley Robert Brownfield et Jasmine Adena Kay Faircloth Brownfield. Athena était décrite comme une petite fille aux cheveux fins, châtain clair et aux yeux bleus. Elle était timide et aimait la couleur violette, les chansons, le coloriage ainsi que les jolies robes. Athena était très proche de sa sœur Adena, qui avait 1 an de plus qu'elle. On les disait inséparables. Bien que leurs parents soient tous deux en vie, Athena et Adena vivaient chez des tuteurs à Cyril, dans l'État de l'Oklahoma. Cyril est une petite ville de moins de 900 habitants, située à environ 110 km au sud-ouest d'Oklahoma City. Les filles vivaient déjà depuis quelque temps chez un jeune couple, Haven Adams et Alicia Galvin Adams. Alicia Adams se présentait comme une créatrice de contenu spécialisée dans le domaine de la beauté. Elle publiait des dizaines de vidéos dans lesquelles elle se contentait le plus souvent d'interpréter en synchronisation les paroles de chansons populaires, de poser devant la caméra et de se maquiller. Athena et Adena n'apparaissaient pas dans ces vidéos. En revanche, elle montrait les enfants qu'elle élevait avec Haven. Haven et Alicia avaient également 4 enfants biologiques, 2 filles et 2 garçons. Toute la famille, composée de 8 personnes, vivait dans une maison louée située au 225 West Nebraska Avenue. Vivant chez ses tuteurs, Athena appelait Haven papa et oncle Haven, et Alicia maman et Ellie. En réalité, Alicia était la cousine de leur mère. Selon Jasmine, en avril 2021, elle a signé une note manuscrite par laquelle elle confiait les filles à la famille Adams, car elle souffrait de graves troubles de santé mentale. Il convient de préciser qu'aucune décision judiciaire officielle n'a été rendue concernant cette garde. Jasmine a expliqué qu'elle ne souhaitait pas que la garde soit confiée au père des filles, Wesley Brownfield, en raison d'anciennes accusations de violence formulées à son encontre. Cependant, la grand-mère paternelle des filles, Penny Brownfield, a présenté une version différente. Selon elle, Jasmine empêchait le père biologique de voir les filles et cachait souvent Athena et Adena à la famille. Jasmine, qui avait été adoptée à l'adolescence, semblait également entretenir des relations tendues avec sa famille adoptive, les Faircloth. Dans sa situation, elle ne disposait d'aucun proche sur lequel s'appuyer dans les moments difficiles. Elle a donc confié Athena et Adena à Haven et Alicia Adams. Selon Jasmine, tant que les filles vivaient chez les Adams, elle ne leur rendait pas visite et ne les contactait presque jamais. Environ 9 mois se sont écoulés avant qu'elle ne leur adresse de nouveau la parole. Elle a manqué leurs anniversaires ainsi que les fêtes. De plus, elle n'envoyait aucune contribution financière destinée à leur entretien. Cependant, bien que les filles aient été placées sous tutelle, Haven et Alicia ne leur apportaient pas réellement les soins nécessaires. Au cours des 20 mois passés au sein de la famille Adams, elles n'ont jamais été emmenées consulter un médecin, et Adena n'avait toujours pas été inscrite à l'école. Le couple a également laissé Athena et Adena seules à la maison à plusieurs reprises. À l'époque, elles étaient âgées de 5 et 4 ans. La situation était d'autant plus préoccupante qu'Haven et Alicia venaient de se séparer et que, selon des personnes proches de l'affaire, une atmosphère pesante et conflictuelle régnait au sein du foyer. Le mardi 10 janvier 2023, vers 14 h, une factrice nommée Macy Turner a aperçu Adena, alors âgée de 5 ans, à proximité de son domicile. La petite fille pleurait et disait qu'elle avait faim, qu'elle était seule et qu'elle ignorait où se trouvait sa sœur Athena, âgée de 4 ans. Macy a accompagné Adena à l'adresse située sur West Nebraska Avenue, mais la maison était vide. Aucun adulte ni aucun autre enfant ne s'y trouvait. Craignant le pire, Macy a alerté les autorités. Le chef de la police, Cyril Garrett Raney, s'est rendu sur place et a conduit Adena afin qu'elle bénéficie d'un entretien spécialisé mené par des professionnels formés à ce type de situation. Ces entretiens sont réalisés pour établir, avec calme et précision, les faits et déterminer si l'enfant a été victime de maltraitance. Selon les documents officiels, Adena a déclaré qu'elle avait été laissée seule à la maison et qu'elle n'en pouvait plus d'être livrée à elle-même. Elle n'avait pas vu sa petite sœur Athena depuis 2 jours. Le chef Raney a contacté le propriétaire du logement occupé par la famille Adams et a rapidement localisé les adultes responsables. Selon Alicia, elle avait laissé les 6 enfants sous la surveillance d'Haven. Dans un premier temps, personne ne savait où elle se trouvait. Elle semblait avoir tout simplement disparu. D'après des personnes proches de la situation, elle avait quitté le domicile environ 1 semaine auparavant
et passait du temps avec son nouveau compagnon, Bladen Davis, qui vivait à environ 2 heures de route. Il convient de préciser que quelques jours plus tôt, le samedi 7 janvier, Haven s'était rendu en Arizona pour rendre visite à des proches et avait emmené avec lui ses 4 enfants biologiques. Certaines sources ont affirmé que les faits auraient pu se produire un jour plus tôt. Il a été rapporté qu'Haven aurait déclaré à sa famille qu'Adena et Athena étaient chez leurs grands-parents. Toutefois, il apparaît clairement que cette affirmation est inexacte. À ce moment-là, Adena errait dans son quartier et les grands-parents n'avaient pas vu les filles depuis plusieurs années. Adena affirmait qu'elle n'avait pas vu sa sœur depuis 2 jours, mais, d'après la chronologie des événements, il semblait plus vraisemblable que 4 jours se soient écoulés. Dès lors, où se trouvait Athéna? Et pourquoi Haven avait-il laissé une fillette de 5 ans seule à la maison pendant près d'une semaine? Les autorités ont diffusé un avis de recherche concernant la fillette disparue, considérée comme étant en danger. Cet avis a été transmis à toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 15 miles autour de Cyril. Athéna a été vue pour la dernière fois vêtue d'un pull orné de papillons. Elle a été décrite comme mesurant environ 3 pieds et pesant approximativement 45 livres avec des cheveux châtain clair et des yeux bleus. Au début, une confusion est apparue quant à son âge. Bien qu'Athéna ait 4 ans, ses tuteurs ont déclaré qu'elle n'en avait que 3. On ignore s'ils ont cherché à induire les forces de l'ordre en erreur ou s'ils se sont réellement trompés. Un autre élément troublant résidait dans les rumeurs selon lesquelles Athéna aurait pu présenter des troubles du développement. Toutefois, même les personnes qui la côtoyaient régulièrement n'ont pas été en mesure de le confirmer. Certains ont simplement indiqué qu'elle était très timide et calme. Adena a été confiée au service de protection placé sous l'autorité du bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma. Le shérif du comté de Caddo ainsi que la patrouille routière de l'Oklahoma ont pris part à l'enquête. Par la suite, le Bureau fédéral d'enquête et le Centre national pour les enfants disparus et exploités se sont joints aux opérations et ont également participé aux recherches visant à retrouver Athena Brownfield. Un centre de commandement a été mis en place dans une église de Cyril. Les habitants pouvaient s'y inscrire comme bénévoles afin de participer aux recherches ou signaler aux forces de l'ordre qu'ils disposaient d'enregistrements issus de caméras de surveillance susceptibles de s'avérer utiles. Plus de 250 bénévoles se sont mobilisés pour retrouver la fillette de 4 ans. Étant donné que Cyril comptait moins de 900 habitants, cette mobilisation témoigne du degré d'inquiétude des voisins et de leur détermination à ramener Athéna chez elle. Le soir même, la maison située sur West Nebraska Avenue a été bouclée et un mandat de perquisition a été délivré. Les forces de l'ordre ont poursuivi les recherches toute la nuit. Les habitants ont été priés de rester chez eux afin que les dispositifs d'imagerie infrarouge puissent détecter d'éventuels signes de la présence d'Athéna. Le mercredi 11 janvier, l'équipe d'intervention d'urgence de la patrouille routière de l'Oklahoma, assistée de bénévoles, a fouillé la zone en quadrillant les terrains vagues, les étangs et les champs situés à proximité. Dans l'après-midi, 2 équipes de chiens pisteurs relevant du département correctionnel de l'Oklahoma ont été appelées en renfort afin d'explorer plus en détail certaines zones. Par ailleurs, le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma a tenu une conférence de presse au cours de laquelle les éléments connus à ce stade de l'enquête ont été exposés. Les forces de l'ordre ont indiqué qu'elles étaient restées sur place toute la journée, qu'elles avaient mené des recherches dans les environs avec l'aide de bénévoles et qu'elles appréciaient vivement le soutien de la population ainsi que l'assistance de la patrouille routière de l'Oklahoma dans la coordination des opérations. Elles ont ajouté qu'elles recueillaient des objets susceptibles de présenter un intérêt pour l'enquête. Sans les qualifier formellement de preuves, elles ont précisé qu'elles découvraient, dans la ville, des éléments pouvant contribuer à faire progresser l'affaire. L'une des questions posées lors de la conférence de presse concernait l'état de santé de la fillette de 5 ans retrouvée la veille. Les autorités ont indiqué qu'elle ne nécessitait pas de soins médicaux à ce moment-là. Elle était naturellement effrayée, ce qui est compréhensible pour une enfant de cet âge. Adena est désormais placée sous la protection de l'État et n'a pas eu besoin de prise en charge médicale. Il a également été précisé que la patrouille routière de l'Oklahoma avait été sollicitée durant la nuit, qu'elle était intervenue pour prêter assistance et qu'elle avait mobilisé l'ensemble des ressources disponibles. Les forces de l'ordre ont mené des opérations aériennes à bord d'un hélicoptère équipé de caméras infrarouges. Des recherches ont également été effectuées au sol, à pied, au moyen de véhicules tout-terrain et par d'autres moyens. 2 jours après le début des recherches, soit le 12 janvier, la collecte des ordures à Cyril a été temporairement suspendue,
et les autorités ont commencé à examiner les enregistrements issus des caméras de surveillance dans l'ensemble de la ville. À 16h12, le 12 janvier, les agents ont procédé à l'arrestation d'Alicia Adams pour 2 chefs de négligence envers ses enfants, l'un concernant son comportement à l'égard d'Adena, l'autre à l'égard d'Athéna. Son véhicule utilitaire sport a été remorqué depuis le domicile et placé sous scellé en tant que pièce à conviction. Elle a ensuite déclaré qu'elle ne reconnaissait pas sa culpabilité, et le montant de sa caution a été fixé à 500 000 $. Peu après, Haven Adams a été arrêté à Glendale, en Arizona, pour avoir tenté de se soustraire à la justice. Le vendredi 13 janvier, des documents officiels ont été rendus publics, précisant les charges retenues contre Haven pour tentative de fuite. Il a été inculpé de meurtre au premier degré, ainsi que de négligence envers ses enfants dans l'État de l'Oklahoma. La victime identifiée est Athéna Brownfield. Haven a d'abord été placé en détention à la prison du comté de Maricopa, avec une caution fixée à $1 million en espèces. Il a ensuite été extradé vers l'Oklahoma le 19 janvier et s'est vu refuser toute remise en liberté sous caution. Il aurait été trouvé en possession d'objets liés au crime, notamment d'un téléphone portable. Alors que les recherches intensives visant à retrouver Athéna se poursuivaient, un hélicoptère a filmé les autorités en train de ratisser un champ situé dans la zone rurale du comté de Grady. Des voisins ont indiqué que l'épouse d'Haven, Alicia Adams, était connue pour fréquenter régulièrement ce secteur. Le 16 janvier, moins d'une semaine après la déclaration officielle de la disparition d'Athéna, les représentants du bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma ont annoncé que les opérations entraient dans une nouvelle phase d'investigation. Du matériel de détection par radar pénétrant le sol a été déployé sur place. Les recherches se sont concentrées sur plusieurs secteurs du comté voisin de Grady, notamment une zone située à proximité du domicile où Haven et Alicia avaient résidé auparavant. Le 17 janvier, le corps d'Athéna a été découvert dans cette zone, enterré dans une fosse peu profonde. Le 26 janvier, un médecin légiste a officiellement confirmé que les restes découverts lui appartenaient. Le corps d'Athéna a été retrouvé sur un terrain situé à Rush Springs le 17 janvier, soit environ une semaine après qu'elle eût été déclarée disparue. Les agents fédéraux ont communiqué très peu d'informations en raison d'une ordonnance de non-divulgation. Lors de son interrogatoire par la police, à la suite de son arrestation le 12 janvier, Alicia a déclaré que le 25 décembre, son mari Haven avait battu Athéna à mort. Elle a affirmé qu'il la tenait fermement par les bras jusqu'à ce qu'Athéna cesse de bouger et que ses yeux se ferment presque complètement. Puis, selon ses déclarations, il l'aurait déposée au sol avant de lui asséner au moins 3 autres coups à la poitrine. Alicia a ajouté qu'après ces derniers coups, Athéna ne présentait plus aucun signe de mouvement. Elle a également indiqué qu'à 1h du matin, le 26 décembre, Haven était sorti de la maison avec Athéna et qu'il était revenu plus tard sans le corps de l'enfant. À son retour, il lui aurait déclaré avoir enterré Athéna près de la clôture, à proximité de leur ancienne résidence située à Rush Springs, et avoir placé une grosse branche cassée au-dessus de l'endroit afin d'en marquer l'emplacement. Les forces de l'ordre ont relevé que les éléments de preuve en leur possession ne correspondaient pas entièrement au récit d'Alicia. Au lieu d'environ 1h du matin, les enquêteurs ont indiqué que les faits se seraient produits plus tard, entre 4h15 et 5h30 du matin. Il a également été rapporté que les données extraites du téléphone d'Haven montraient qu'il s'était déplacé depuis son domicile situé au 225 West Nebraska Avenue vers un secteur proche de Rush Springs. Bien que le récit des violences imputées à Haven soit particulièrement troublant, le rapport du médecin légiste a révélé qu'Athéna n'avait pas uniquement subi des coups. Selon ce rapport, la cause officielle du décès était une pneumonie aiguë compliquée par un état de malnutrition, et la mort a été qualifiée d'homicide. Il s'agit d'un autre point sur lequel les conclusions officielles divergent des déclarations d'Alicia. Le rapport précisait également qu'aucune lésion traumatique d'une gravité suffisante pour entraîner la mort n'avait été constatée. Cela signifiait soit qu'Alicia avait inventé le récit des coups, soit qu'Haven avait effectivement battu Athéna, mais que la cause déterminante du décès ne résidait pas dans les violences elles-mêmes, plutôt dans l'association de maladies graves ayant profondément affaibli son organisme. Le corps d'Athéna présentait une corpulence nettement inférieure à celle attendue pour une fillette de 4 ans. Elle a été retrouvée enfouie dans un petit sac à dos. Selon le rapport officiel, Athéna et le sac à dos pesaient ensemble environ 11,34 kg. Lors de l'exhumation,
Les restes pesaient environ 10,43 kg et Athéna mesurait 91,44 cm. À titre de comparaison, une fillette de 4 ans pèse en moyenne environ 15 kg et mesure approximativement 99,06 cm. Athéna était extrêmement affaiblie. Son organisme ne recevait pas un apport suffisant en nutriments et en énergie. Cela ne lui permettait ni de lutter efficacement contre l'infection pulmonaire dont elle souffrait, ni d'assurer une croissance normale. Outre la pneumonie aiguë, les analyses ont révélé la présence de plusieurs virus. Athéna n'a jamais été conduite chez un médecin durant les 20 mois passés au domicile d'Alicia et d'Ivan, alors qu'il devait être manifeste pour eux qu'elle ne se développait pas comme une enfant en bonne santé et que son organisme était gravement atteint. Toutefois, Ivan et Alicia n'étaient pas les seuls responsables des faits commis à l'encontre des fillettes. Le 4 mai 2023, la mère biologique, Jasmine Brownfield, a également été inculpée de 2 chefs d'accusation graves de négligence envers ses enfants par abandon. Le premier chef concernait l'abandon d'Athéna, le second celui d'Adena. Le montant de sa caution a été fixé à 100 000 $. Elle a été arrêtée dans le comté de Payne, puis extradée le lendemain vers le comté de Caddo. Elle a été remise en liberté le 22 mai, mais demeure tenue de comparaître aux audiences à venir. Ivan et Alicia sont toujours détenus à la prison du comté de Caddo et devraient, selon toute vraisemblance, y rester jusqu'à l'ouverture de leur procès. Les funérailles d'Athéna ont eu lieu le 25 janvier 2023 à Enid, dans l'État de l'Oklahoma. La cérémonie a été présidée par le sénateur Roger Thompson. Les personnes en deuil portaient des rubans violets sur la poitrine, le violet étant la couleur préférée d'Athéna. Sa courte vie a été commémorée par des larmes, des prières et des chants. Évoquant la mémoire d'Athéna, le sénateur Thompson a déclaré qu'il souhaitait que cette petite fille puisse sentir qu'elle était aimée. 3 femmes, Taylor Sharmack, Daphne Chapman et Denise Jones, profondément touchées par l'histoire d'Athéna, ont décidé de lui ériger un mémorial permanent. Elles ont contacté les autorités municipales et ont obtenu l'autorisation d'aménager la place de Cyril. Ensemble, elles ont nettoyé l'espace, planté des fleurs et installé des décorations en forme de papillons sur la pelouse. À l'avenir, elles souhaitaient y ajouter une sculpture représentant un ange. Elles prévoyaient également d'organiser chaque année, le 6 septembre, date anniversaire de la naissance d'Athéna, une cérémonie commémorative. Le banc commémoratif dédié à Athéna Brownfield a été officiellement installé le 12 juin 2023 sur la place de Cyril. Daphne Chapman espérait qu'un jour, Athéna pourrait venir s'asseoir sur ce banc en l'honneur de sa sœur bien-aimée. Un jour ordinaire de mai 2006. La police de la province de Chongbuk a reçu une plainte d'une lycéenne âgée de 16 ans, prénommée Chong. Originaire de la ville de Jiangsu, la jeune fille suppliait les agents de lui venir en aide, se plaignant de douleurs aiguës. Lors du premier examen, de nombreuses blessures ont été constatées, et il est immédiatement apparu qu'elle nécessitait une prise en charge médicale en urgence. Le cauchemar qu'elle a vécu a débuté le 2 mai 2006. Après les cours, alors qu'elle s'apprêtait, comme à son habitude, à rentrer chez elle, 3 camarades de classe l'ont abordée à l'improviste et ont commencé à lui poser des questions. Chong n'était pas proche d'elle. Timide de nature, elle a préféré garder le silence. Ce comportement a vraisemblablement irrité les filles. Elles ont alors brusquement eu recours à la violence. Selon Chong, ses camarades lui réclamèrent de l'argent depuis quelque temps déjà, et lorsqu'elle ne parvenait pas à leur remettre la somme exigée, elle la punissait. Parmi les formes d'intimidation utilisées, elle la frappait avec divers objets et lui infligèrent des blessures douloureuses à l'aide de fournitures scolaires, laissant des marques visibles sur sa peau. Avec le temps, leur cruauté s'est aggravée. Les jeunes filles ont même commencé à la brûler en classe, en utilisant des fers à friser. Ces appareils atteignent des températures capables de provoquer des brûlures graves. 1 mois de maltraitances incessantes a eu de lourdes conséquences sur sa santé. Chong a subi des lésions à la colonne vertébrale, ce qui a nécessité une hospitalisation d'une durée de 6 semaines. Dans une entrevue accordée aux médias locaux, la sœur de la victime a déclaré que Chong n'avait même pas eu le temps de guérir de ses blessures précédentes, tant les nouvelles agressions étaient fréquentes. Selon elle, les agresseurs utilisaient le corps de la fillette comme une sorte de thermomètre. Chaque fois que les pinces chauffaient, ils les appliquaient sur la peau de Chong pour en tester la température.
La victime a également affirmé que ses bourreaux lui arrachaient, avec leurs ongles, les croûtes formées sur ses plaies, à titre de punition. Lorsque l'agresseuse principale mettait les pinces en marche, les deux autres camarades maintenaient Chong par les bras afin de l'empêcher de fuir. Lorsque la fillette criait de douleur, l'agresseuse principale, Kim, la menaçait et lui ordonnait de se taire. La police a ouvert une enquête et les 3 camarades de classe désignés par Chong ont été convoqués pour être interrogés. Toutes ont nié leur implication. L'enquête a d'abord été entravée par plusieurs difficultés. Les déclarations de la victime étaient incohérentes et Chong accusait tour à tour d'autres élèves. Il est apparu par la suite qu'elle avait été contrainte de désigner à tort certaines camarades innocentes, sous la pression exercée par l'agresseuse principale. Ce fait n'a fait qu'alourdir l'affaire, entraînant une nouvelle vague d'auditions et d'investigations. Lorsque les noms de jeunes filles sans aucun lien avec l'affaire ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, celles-ci, ainsi que leurs familles, ont été confrontées à une vague de messages hostiles, de menaces et d'insultes. Heureusement, la police est finalement parvenue à identifier les véritables responsables. L'agresseuse principale, une élève prénommée Kim, a soudainement reconnu les faits et a relaté en détail aux enquêteurs ce qui s'était réellement passé. Le 2 juin, elle a été officiellement mise en examen pour avoir causé des atteintes graves à l'intégrité physique. Une question légitime s'est alors posée. Comment se fait-il que ni les camarades de classe ni les enseignants n'aient rien remarqué? Selon la police, Kim se comportait comme si elle était la meilleure amie de la victime. Elle restait constamment à ses côtés, l'invitait à rejoindre leur groupe d'amis et s'efforçait de donner l'image d'une élève attentive et bienveillante. C'est pourquoi tant les enseignants que les élèves ont été profondément choqués lorsque la vérité a éclaté. Personne n'aurait pu imaginer qu'un comportement d'une telle violence se dissimulait derrière une apparence aussi amicale. L'indignation du public s'est intensifiée lorsque l'administration de l'établissement a affirmé qu'elle n'avait eu aucune connaissance des faits. En réponse aux critiques, les représentants de l'école ont déclaré avoir écouté les deux parties, mais avoir reçu des témoignages contradictoires, ce qui les avait conduits à transmettre l'affaire aux autorités policières. Profondément choqué, le père de la victime a porté plainte contre l'établissement, affirmant que l'enquête interne menée par l'école manquait de rigueur et de fiabilité. À la suite de cette plainte, plusieurs membres du personnel ont fait l'objet de sanctions administratives. Concernant les agresseurs, seule Kim a été, dans un premier temps, placée en détention. Elle a ensuite été remise en liberté sous surveillance, ce qui signifiait qu'elle devait rester sous la garde de ses parents ou d'un éducateur désigné. Cette mesure n'était pas considérée comme une condamnation pénale. Les autres participantes ont également échappé à toute forme de détention. Elles ont été confiées à la responsabilité de leurs parents. Le tribunal a justifié cette décision par l'absence d'antécédents judiciaires. Dans une entrevue accordée aux médias locaux, le père de la victime a confié que sa fille souffrait de cauchemars, se réveillait souvent en hurlant et avait gardé le silence pendant longtemps sur ce qu'elle subissait. Il a également révélé qu'un jour, elle lui avait discrètement demandé à être transférée dans un autre établissement, mais qu'il n'y avait pas prêté attention, un fait qu'il regrettait aujourd'hui amèrement. Selon les statistiques officielles du ministère de l'Éducation, le nombre de cas de harcèlement scolaire enregistrés est passé d'environ 31 000 en 2017 à 44 000. Au cours des dernières années, plus de 150 élèves ont été victimes de formes graves de harcèlement. Pourtant, 68% de ces cas n'ont pas été inscrits dans les dossiers scolaires. Seuls 2% des auteurs ont été transférés dans un autre établissement et à peine 0,1% ont été définitivement exclus. En juillet 2021, un autre incident retentissant a eu lieu. Une écolière d'origine mongole, résidant dans la ville de Busan, a été la cible de moqueries persistantes de la part de ses camarades de classe. Elle a été contrainte de consommer de l'alcool. Les brimades ont duré près de 6 heures et ont été filmées. Sur l'enregistrement, on entend des propos insultants en lien avec son origine. Les agresseurs ont dessiné sur son corps et l'ont forcé à accomplir des actes dégradants. Malgré la gravité des faits, les adolescentes n'ont pas été lourdement sanctionnées. Elles ont été condamnées à effectuer des travaux d'intérêt général. Lorsqu'il est question de harcèlement scolaire, il est essentiel de comprendre que les victimes en parlent très rarement. Elles redoutent les représailles et doutent de la capacité des adultes à les protéger. Même l'exclusion de l'agresseur est souvent perçue comme une sanction trop indulgente. C'est pourquoi de nombreuses victimes préfèrent garder le silence, à l'image de cette jeune fille de Cheongju, qui semblait être la meilleure amie de son agresseuse.
De telles situations se déroulent fréquemment à l'insu des adultes et des camarades, ce qui rend le harcèlement difficile à détecter et à prévenir à temps. Beaucoup estiment que c'est précisément cette histoire tragique qui aurait inspiré les scénaristes de la série Slava, diffusée sur la plateforme Netflix. Aujourd'hui, la victime continue de vivre avec les séquelles physiques et psychologiques de ce qu'elle a enduré, tandis que ses agresseuses, désormais âgées d'environ 35 ans, peuvent mener une existence ordinaire, être mère, épouse, amie. Il y a environ 1 an et demi, une discussion animée a éclaté sur les réseaux sociaux à propos d'une disparition pour le moins troublante. Sur différentes plateformes en ligne, les internautes évoquaient de plus en plus fréquemment la disparition d'un garçon de 3 ans, Riker Webb. Les disparitions en milieu forestier sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Cependant, les circonstances entourant cette affaire ont provoqué un retentissement particulier. Les détails semblaient incroyablement étranges, presque irréels. De nombreux éléments ne concordaient tout simplement pas. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail cette histoire énigmatique. La petite ville de Troy, située dans le comté de Lincoln, dans l'État du Montana, est devenue le centre de l'attention. Riker Webb a disparu alors qu'il se trouvait dans son propre jardin. Son père, l'ayant laissé seul quelques instants, était rentré dans la maison pour y chercher quelque chose. Lorsqu'il est revenu, Riker n'était plus là. Une vaste opération de recherche a aussitôt été déclenchée. Le shérif local, des bénévoles et des sauveteurs professionnels ont ratissé les bois entourant la maison. Chaque heure comptait, car il en allait de la vie d'un enfant. L'histoire de la disparition de Riker Webb est un exemple frappant de l'importance que peut avoir chaque effort. Ce jour-là, à Troy, une petite ville de l'État du Montana, tout a basculé en quelques minutes. Riker Webb, âgé de 3 ans, a disparu le 3 juin 2022. Aujourd'hui encore, la population de Troy ne dépasse pas 1000 habitants. Peu avant sa disparition, Riker se trouvait dans le jardin situé à l'avant de la maison familiale, en compagnie de son père et de leur chien. À un moment donné, le père du garçon est rentré à l'intérieur pour aller chercher quelque chose et, lorsqu'il est revenu, Riker avait disparu. Le garçon a ensuite été recherché pendant 2 jours et demi. Le shérif local, accompagné de nombreux bénévoles de l'équipe de recherche et de sauvetage, a ratissé la forêt et les environs dans le but de retrouver l'enfant aussi rapidement que possible. Par chance, il a été retrouvé quelques jours plus tard. Mais les circonstances de sa découverte ont soulevé plusieurs questions. La petite ville de Troy ne constitue qu'une modeste portion du comté de Lincoln. L'État du Montana, dans lequel se situe ce comté, est connu pour son altitude relativement basse. Certes, le Montana fait partie des États dits montagneux, mais l'altitude moyenne des montagnes locales n'atteint qu'environ 1000 mètres, ce qui demeure modeste à l'échelle nationale. Quant à la ville elle-même, elle est surtout réputée pour ses magnifiques lacs, ses paysages pittoresques, ses collines douces et ses forêts denses. D'après les données disponibles, on y trouve des ours noirs, des cerfs de Virginie, des antilopes, des élans, des pumas, ainsi que de nombreuses autres espèces sauvages. En d'autres termes, il s'agit véritablement d'un endroit splendide et accueillant, où l'on peut pleinement profiter de la nature, mais seulement si l'on n'est pas un enfant de 3 ans porté disparu. Dans l'ensemble, le jour de la disparition de Riker n'avait rien d'inhabituel, bien au contraire. Comme à son habitude, le garçon jouait dans la cour avec son père et leur chien. À un moment donné, il a voulu faire une pause et s'est mis à se promener dans le jardin à la recherche de coléoptères. Il est important de préciser que Riker n'était pas le seul enfant à aimer observer les insectes. De nombreux enfants qui grandissent en pleine nature adorent ce type d'activité. La plupart d'entre eux possèdent même un petit instrument spécialement conçu pour attraper les insectes, souvent sous la forme d'un récipient transparent. Bref, comme je l'ai déjà mentionné, Riker courait dans le jardin et soulevait des pierres dans l'espoir d'y trouver un insecte. À un moment donné, le père de Riker a décidé d'entrer dans la maison. Fait surprenant. Par la suite, l'homme lui-même n'a pas vraiment su expliquer ce qu'il était allé y faire, ni même pourquoi il y était entré. En somme, les circonstances de cet épisode demeurent quelque peu floues. Ce qui est certain, c'est qu'il est bel et bien entré dans la maison, laissant Riker seul avec le chien pendant un court instant. Était-ce irresponsable de laisser l'enfant sans surveillance? Difficile à dire. Ils vivaient dans une petite ville, et leur maison se trouvait à la lisière de la forêt. Peut-être le père de Riker a-t-il pensé que rien de grave ne pouvait arriver en si peu de temps. Cependant, lorsqu'il est ressorti dans la cour, l'enfant n'était plus là.
L'homme a alors commencé à fouiller les environs, jusqu'aux abords de la forêt. Il a appelé plusieurs fois son fils par son nom, mais en vain. Autrement dit, il n'a trouvé aucun indice de sa présence et il lui a semblé que Riker s'était littéralement volatilisé. Dans une telle situation, l'essentiel est de ne pas perdre de temps. En Russie, les parents peuvent signaler la disparition de leur enfant dès qu'ils constatent son absence. Il n'est pas nécessaire d'attendre 24 heures ou plus les recherches commencent tôt, plus les chances de retrouver l'enfant sain et sauf sont élevées. Par ailleurs, aucune responsabilité n'est engagée en cas de déclaration infondée et une intervention rapide peut véritablement sauver des vies. Peu de temps après, la mère de l'enfant est rentrée à la maison et l'homme lui a raconté ce qui s'était passé. Ils ont fini par contacter le bureau du shérif du comté de Lincoln. D'après les informations dont je dispose, cela se serait produit environ 2 heures après la disparition effective de l'enfant. Pour beaucoup, cette circonstance a constitué l'un des premiers éléments troublants de l'affaire. Nombre de personnes n'ont pas compris pourquoi les parents de Riker avaient attendu plusieurs heures avant de signaler sa disparition aux autorités. Peut-être ne voulaient-ils tout simplement pas semer la panique, je l'ignore. Quoi qu'il en soit, après leur appel, les autorités ont lancé les recherches afin de tenter de retrouver l'enfant. Dans un premier temps, une équipe de recherche composée d'une 50aine de volontaires et de policiers a ratissé les environs de la maison de la famille Webb. Selon le père de l'enfant, celui-ci portait une combinaison bleue ou un pyjama. Il avait les cheveux roux et les yeux bleus. En outre, il ne portait même pas de chaussures. Au départ, on pensait que Riker serait relativement facile à retrouver, mais à mesure que la journée avançait, cette hypothèse s'est progressivement dissipée. Finalement, le shérif Darren Short, du bureau du shérif du comté de Lincoln, a déclenché une alerte spéciale et sollicité l'aide de ses homologues des comtés voisins. J'imagine qu'à ce stade, il pensait qu'une telle mesure porterait rapidement ses fruits. Et puis, après tout, jusqu'où un enfant de 3 ans pouvait-il raisonnablement s'éloigner de chez lui ? On sait que l'équipe de recherche a poursuivi les opérations jusqu'au soir du premier jour. Elles ont ensuite dû être interrompues en raison d'une nette dégradation des conditions météorologiques. Finalement, les recherches ont repris dès le lendemain matin. Cette fois-ci, l'équipe a concentré ses efforts sur une petite portion de la forêt située en dehors de la zone habitée par la famille Webb. Ce secteur était également connu pour son caractère particulièrement sauvage. Selon les habitants, des ours noirs et des pumas y avaient été aperçus à plusieurs reprises. Compte tenu de ces éléments, cet endroit ne pouvait certainement pas être considéré comme sûr. En s'enfonçant dans la forêt, les bénévoles ont découvert ce qui semblait être le premier indice tangible, des pierres retournées. On supposait que c'était Riker qui les avait retournées pour tenter de trouver des insectes en dessous. Cependant, même après cette découverte, les membres de l'équipe de recherche ne disposaient toujours d'aucune indication claire quant à la direction que l'enfant avait pu prendre. Cela dit, plus personne ne doutait qu'il s'agissait bien de Riker. D'après les informations disponibles, la portion de forêt fouillée s'étendait jusqu'à la frontière sud du comté de Lincoln, plus précisément en direction du comté de Sanders. À la fin du 2e jour de recherche, les pierres retournées restaient le seul indice retrouvé. Cependant, ni Riker lui-même, ni ses vêtements, ni la moindre empreinte de pas n'avaient été découverts. Dans ces conditions, le moral général des équipes de recherche commençait à sérieusement décliner. Heureusement, au matin du 3e jour de recherche, le bureau du shérif du comté de Lincoln a reçu l'appel tant attendu. Riker avait été retrouvé. Au moment de sa découverte, l'enfant se trouvait dans une grange abandonnée, située près d'une route connue sous le nom de Pine Ridge Road. Il est important de souligner que la distance totale entre la maison de la famille Webb et cet endroit était d'un peu plus de 3,5 km. Il n'est donc pas surprenant que, peu après la découverte de Riker, la police, comme beaucoup d'autres personnes, ait commencé à se poser des questions tout à fait légitimes. Presque personne ne comprenait comment un enfant de 3 ans avait pu survivre seul pendant 2 jours et demi dans les forêts du Montana, compte tenu de facteurs aussi déterminants que l'absence de nourriture et d'eau, les variations météorologiques et la présence d'animaux sauvages. Et en effet, comment avait-il réussi à surmonter une telle épreuve ? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ces questions. Cependant, je sais qu'après avoir été informé de la découverte de Riker, le shérif Short s'est rendu personnellement sur place afin de s'assurer qu'il s'agissait bien de lui et qu'il allait bien. En arrivant sur les lieux, le shérif a trouvé un enfant en bonne santé et d'humeur relativement stable. Les seules blessures visibles étaient quelques ecchymoses sur le visage, ainsi que quelques égratignures sur les jambes. Riker paraissait toutefois effrayé, ou plutôt intimidé.
Le shérif Short a estimé que cette réaction était probablement due au fait que le garçon était entouré d'un grand nombre d'inconnus en uniforme. Il ne doutait pas en revanche que ces 2 jours passés loin de ses parents avaient profondément affecté l'état émotionnel de l'enfant. Mais lorsque le shérif lui a annoncé qu'il allait le ramener chez lui, Riker s'est soudainement animé et ses yeux se sont mis à briller. Peu de temps après, le garçon a été installé dans une ambulance où cette célèbre photo a été prise. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ses yeux étaient immenses. Il ne semblait pas lui-même, et son visage donnait l'impression qu'il avait vu un fantôme ou quelque chose d'approchant. Les propriétaires de la grange abandonnée qui ont découvert Riker comme beaucoup d'autres personnes ont été sincèrement étonnés de le trouver là. Au départ, ils ne comprenaient absolument pas comment il avait pu entrer, car selon eux, la porte d'entrée était toujours fermée à clé. En réalité, ils n'ont découvert sa présence qu'après avoir entendu un bruit provenant de la grange. Ils avaient d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal sauvage ou d'un oiseau. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils ont été profondément surpris de tomber sur un petit enfant apeuré. Peu après, Riker a été transporté à l'hôpital afin de s'assurer qu'il était en bonne santé. Pendant ce temps, les policiers ont poursuivi la collecte de tous les éléments disponibles afin de comprendre ce qui était réellement arrivé à l'enfant. À ce stade, les représentants du bureau du shérif n'hésitaient plus à imputer l'entière responsabilité de l'incident aux parents de Riker. Malgré cela, aucune charge n'a finalement été retenue contre eux. Aux alentours de midi, le shérif Darren Short a réuni ses collègues pour leur exposer sa version des faits. Selon lui, à un moment donné, Riker se serait simplement lassé de chercher des insectes dans le jardin et aurait décidé de s'aventurer dans la forêt. Pour une raison inconnue, le chien de la famille ne l'aurait pas suivi, et l'enfant aurait continué à s'enfoncer dans les bois, retournant pierre après pierre. Apparemment, peu après, il se serait perdu et aurait pris la direction opposée à celle de la maison, jusqu'à parvenir finalement à la grange mentionnée plus tôt, où il serait entré pour s'abriter des intempéries. Cette situation montre à quel point il est essentiel d'enseigner aux enfants les règles de sécurité dès leur plus jeune âge et de leur expliquer comment réagir face à des situations imprévues. Il peut s'avérer vital de discuter avec eux de la conduite à adopter s'ils se perdent, à qui s'adresser pour obtenir de l'aide, comment s'orienter dans un endroit inconnu et à quelles personnes ils peuvent faire confiance. Il est également utile d'apprendre à l'enfant, à l'avance, le numéro de téléphone d'un parent et de lui expliquer ce que l'on entend par adulte de confiance, c'est-à-dire des personnes vers lesquelles il peut se tourner en cas de danger. Des connaissances simples et des réflexes appropriés peuvent suffire à prévenir bien des drames. Selon le shérif, malgré son très jeune âge, le garçon a eu la présence d'esprit de chercher un abri et d'y rester jusqu'à la fin de l'orage. C'est apparemment pour cette raison qu'il aurait choisi de rester dans cette grange où il serait demeuré pendant 1 jour et demi. Mais est-ce bien ce qui s'est réellement passé ? Ou bien la version selon laquelle un enfant de 3 ans aurait parcouru plus de 3,5 km en forêt à la recherche d'un abri est-elle réellement crédible ? Le point le plus problématique dans cette version réside sans doute dans l'âge de Riker. Il n'avait que 3 ans, et comme tous les enfants de son âge, il avait un besoin vital de nourriture et d'eau. Or, lorsqu'il a été retrouvé, Riker ne présentait ni signe visible de déshydratation, ni symptômes de malnutrition. Il semblait simplement effrayé. Pourtant, même les adultes peuvent difficilement survivre plus de 3 jours sans boire, selon leur constitution physique. Cela pourrait-il signifier que quelqu'un avait nourri l'enfant ou lui avait donné à boire ? Certains internautes pensaient que Riker avait en réalité été enlevé. Apparemment, quelqu'un aurait attendu que le père du garçon rentre à la maison, puis l'aurait attrapé et conduit dans cette même grange avant de le relâcher peu de temps avant sa découverte. À tout le moins, l'état émotionnel de l'enfant a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes qui suivaient l'évolution de l'affaire. Beaucoup trouvaient que Riker ne ressemblait pas à un enfant de 3 ans ayant passé plusieurs jours complètement seul. Cela laissait penser que la personne qui l'aurait enlevé avait tenté de le rassurer et de le convaincre que tout allait bien. Certains ont également souligné que cette disparition mystérieuse présentait de nombreuses similitudes avec une autre affaire tout aussi étrange, celle de Casey Hathaway, en Caroline du Nord. Casey, lui aussi âgé de 3 ans, avait disparu soudainement alors qu'il jouait dans le jardin de sa grand-mère. Il a été retrouvé quelques jours plus tard, à environ 6,5 km de chez lui, au cœur d'un marécage. Le petit bout de terre sur lequel il se trouvait n'était accessible qu'en traversant un marécage dont la profondeur atteignait la taille d'un adulte.
Beaucoup se sont alors demandé comment un enfant si jeune avait pu franchir un tel obstacle. Malheureusement, cette question est, elle aussi, restée sans réponse. Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque Casey a été retrouvé, il était simplement assis sur un îlot herbeux, au milieu des broussailles, et appelait sa mère. Comme dans le cas de Riker, aucune blessure grave n'a été constatée. Il ne souffrait que de quelques égratignures et contusions. Cependant, à la différence de notre principal protagoniste, Casey était déshydraté et avait fortement souffert du froid. Mis à part cela, il était en parfaite santé. Lorsque Casey a été interrogé sur la manière dont il avait réussi à survivre et sur ce qu'il avait fait durant ces quelques jours, il a affirmé avoir passé son temps en compagnie d'un ours noir. Je ne sais pas très bien quoi penser de cette déclaration. Mais il est vrai que ces deux affaires présentent de nombreuses similitudes troublantes. Deux petits garçons ont disparu soudainement, et lorsqu'on les a retrouvés, ils se trouvaient dans des endroits où ils n'auraient tout simplement pas pu se rendre seuls, sans intervention extérieure. De plus, aucun des deux n'était blessé. La seule différence, c'est que selon Casey, un ours noir l'aurait aidé à survivre. Bien sûr, il est fort probable que cet animal n'ait été qu'un produit de l'imagination de l'enfant. Cependant, certains ont pris ces paroles au pied de la lettre, allant jusqu'à affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un ours, mais d'un yéti. Je précise que ce n'est pas ma théorie, mais je l'ai vu circuler à plusieurs reprises sur Internet. Apparemment, ces créatures, quelles qu'elles soient, enlèveraient parfois des enfants pour les placer dans des endroits sûrs, mus par une forme d'instinct maternel ou paternel. Si l'on prend cette hypothèse au sérieux, on pourrait imaginer qu'un tel être aurait aperçu Riker seul et aurait jugé qu'il était en danger. Il aurait alors pu le prendre et le transporter dans un lieu sûr, à l'écart des autres habitants de la forêt, comme cela aurait été le cas pour Casey. Je le répète, ce n'est pas ma théorie. Quoi qu'il en soit, je reste profondément intrigué par la manière dont Riker Webb a pu parcourir les 3,5 km qui séparent le lieu de sa disparition de la grange où il a été retrouvé. Et pourquoi, après avoir traversé une forêt dense, n'a-t-il souffert que de quelques ecchymoses et égratignures, sans blessures plus sérieuses? Sans parler du manque de nourriture, de l'absence d'eau potable et des dangers bien réels que représentent les animaux sauvages, je doute que nous obtenions des réponses claires à ces questions dans un avenir proche. Il ne nous reste qu'à espérer que Riker grandira et pourra, un jour, raconter lui-même ce qu'il a vécu. Mais il se peut aussi que son esprit ait enfoui ses souvenirs, comme cela arrive parfois après un choc. Qui sait? Et vous, qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une simple disparition, et Riker a-t-il simplement eu une chance inouïe de survivre? Ou bien a-t-il réellement été enlevé? Cet événement s'est produit au Guatemala avec une jeune fille prénommée Luz Maria Lopez. Luz Maria del Rocio López Morales est née le 17 mai 1995 au Guatemala, dans la famille d'Ada Morales et de Byron Lopez. Dès le premier jour, ses parents l'ont entourée de chaleur et d'affection. Peu après sa naissance, la joie qui régnait au sein de la famille a laissé place à l'inquiétude. La petite fille vomissait continuellement le lait, et il était impossible de la nourrir. Inquiets, ses parents l'ont emmenée subir des examens médicaux, qui ont révélé qu'elle souffrait d'une occlusion intestinale nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Finalement, 45 jours après sa naissance, Luz Maria a été opérée avec succès. Elle s'est rapidement rétablie, redonnant à ses parents l'espoir qu'elle deviendrait une personne forte, en bonne santé et indépendante, capable de réaliser ses rêves. Selon eux, l'opération n'a eu aucune incidence sur le développement de l'enfant. Ainsi, à l'âge de 9 mois, Luz Maria, ou Lucita, comme on l'appelait alors, a commencé à marcher et à parler. Au fil des années, la petite fille se passionna pour la danse classique et rêvait de s'accomplir dans ce domaine. Dès son plus jeune âge, elle s'entraînait avec assiduité, espérant qu'un jour elle pourrait monter sur scène et conquérir le public. En grandissant, les centres d'intérêt de la jeune fille évoluèrent. Après avoir achevé ses études secondaires à l'âge de 17 ans, Luz Maria choisit d'étudier la criminologie et s'inscrivit à l'université. Une fois son diplôme obtenu, elle poursuivit ses études, d'abord dans son pays natal, puis à l'étranger. Au cours de ses années universitaires, Luz Maria fit la connaissance d'un jeune homme nommé Jorge qui, comme on l'apprit plus tard, devait entrer dans sa vie pour la détruire. Il ne faisait pas partie du cercle d'amis de la jeune femme et n'était pas non plus l'un de ses camarades d'université. Leur rencontre eut lieu dans des circonstances tout à fait fortuites. En 2017,
Luz Maria se rendit avec sa mère dans une concession automobile de la ville où travaillait alors le jeune homme. Georges leur présenta la gamme de motos exposées, dont l'une avait retenu l'attention de la mère de Luz Maria, qui envisageait de l'offrir à son fils Omar. Au moment de l'échange des coordonnées, Luz Maria laissa au concessionnaire son propre numéro de téléphone au lieu de celui de sa mère. Peu après, elle commença à recevoir des messages de la part de Georges, qui étaient d'ordre personnel et n'avaient aucun lien avec l'achat d'une moto. Séduit par la ravissante Lucita, Georges exerçait également un certain charme sur elle, et la jeune femme le trouvait très attirant. La relation entre les deux jeunes gens évolua rapidement. Après seulement quelques semaines de fréquentation, le couple décida de se fiancer et se maria vers la fin de l'année. Même des circonstances telles que l'annulation de la réservation par l'hôtel où devait se tenir la réception ne purent retarder leur union. Georges n'était pas disposé à reporter le mariage d'un seul jour et parvint à mener à bien ses projets malgré tout. Les informations concernant la vie de Georges avant sa rencontre avec Luz Maria, jusqu'aux événements tragiques qui allaient suivre, demeurent particulièrement rares. Selon les proches de Luz Maria, le jeune homme n'était pas très sociable et adoptait parfois un comportement réservé, voire secret. Peu de temps après, un enfant naquit au sein du jeune foyer formé par Luz Maria et Georges. La petite fille fut prénommée Alice. À cette époque, les deux époux étaient sans emploi et commençaient à rencontrer des difficultés financières. Georges eut alors l'idée discutable d'emmener sa famille vivre temporairement chez ses parents. Lors d'une visite de la mère de Luz Maria, dont l'objectif était de demander le retour de sa fille au domicile parental, celle-ci apprit par hasard que Luz Maria n'était nourrie qu'une seule fois par jour, alors qu'elle était une jeune mère allaitant son nouveau-né. Une alimentation aussi insuffisante risquait d'avoir des conséquences non seulement sur la santé de Luz Maria, mais aussi sur celle de son enfant. Au cours de la conversation qui s'ensuivit, Luz Maria confia à sa mère qu'il lui arrivait parfois de ne pas disposer d'assez d'argent pour acheter ne serait-ce que des galettes de blé à bas prix. Elle lui parla également de l'hostilité dont elle était la cible de la part de la famille de son mari, avec laquelle elle était contrainte de vivre. Cette hostilité provenait non seulement des parents de Georges, mais aussi de son frère Pablo. Il s'avéra qu'un jour, Pablo s'était permis de lancer au visage de Luz Maria la baignoire pour bébé que celle-ci avait oublié de remettre à sa place. En entrant dans la salle de bain et découvrant la baignoire en plastique, il s'était emporté et l'avait projetée vers elle. Bien que Luz Maria ait tenté de se détourner pour protéger la petite Alice qu'elle tenait alors dans ses bras, la baignoire heurta à la fois la mère et l'enfant. À la suite de cet entretien, la mère de Luz Maria l'exhorta avec insistance à prendre sa fille et à revenir vivre chez elle. En octobre 2020, Luz Maria fut recrutée par le parquet du Guatemala en tant que spécialiste des enquêtes criminelles dans le cadre d'un programme d'aide intégré aux enfants et aux adolescents, connu sous le nom de Maïna. Elle était chargée de prendre en charge des mineurs victimes de violences physiques. À cette époque, le jeune couple eut l'opportunité de s'installer dans un appartement indépendant qu'ils louèrent dans le quartier d'Orarcas, situé dans la première zone d'urbanisation de Mixco. Vers la même période, Luz Maria parvint à acquérir sa propre voiture, que son mari Georges, alors sans emploi, utilisait également pour gagner un peu d'argent en transportant des passagers. Le temps passa, mais le fait de vivre éloignés de leurs proches n'apporta aucun changement positif à la relation du couple. Durant leur cohabitation dans cet appartement, Luz Maria tenta à plusieurs reprises de se séparer de son mari. L'une des principales raisons en était la jalousie constante et infondée de Georges, qui s'exacerbait avec le temps et minait leur mariage. L'une de ces tentatives de séparation, entreprise le 9 décembre 2020, se solda par une fuite chez ses parents, Georges ayant levé la main sur elle. Comme le raconta plus tard Ada, la mère de Luz Maria, sa fille était arrivée ce jour-là chez ses parents au volant de la voiture qu'elle venait d'acheter, dans un état de profonde détresse. Elle était alors si nerveuse qu'elle se trouvait incapable de garer le véhicule seule. Une fois à l'intérieur, Luz Maria confia à sa mère les problèmes persistants de sa vie conjugale avec Georges et lui avoua qu'elle souhaitait revenir vivre chez elle. La jeune femme révéla également que la fracture qu'elle avait subie quelques mois plus tôt n'était pas la conséquence d'un accident, mais le résultat des coups que Georges lui avait portés. À ce moment-là, Luz Maria paraissait déterminée à changer radicalement de vie et à ne plus retourner auprès de son compagnon. Mais 8 jours plus tard, celui-ci se présenta chez ses parents, où elle se trouvait, et lui demanda de revenir pour tenter à nouveau de vivre ensemble.
Georges assura à son épouse qu'il ferait des efforts pour changer et que, désormais, tout se passerait bien entre eux. Luz Maria crut aux paroles de son mari, mais le temps passa et aucun changement ne se produisit. Après les fêtes de Noël, le couple fut de nouveau confronté à des difficultés financières. Le 18 janvier 2021, inquiète de la situation, la jeune femme confia par téléphone à sa mère qu'elle n'avait même pas assez d'argent pour acheter du lait pour sa fille. Ada, bouleversée par cette conversation, lui dit qu'elle achèterait le lait pour sa petite fille et demanda à sa fille de venir le chercher le lendemain matin. Cependant, le 19 janvier, Luz Maria, malgré la nécessité de nourrir son enfant, ne se rendit pas chez sa mère pour récupérer le lait. Inquiète de cette absence, Ada tenta de l'appeler, lui envoya des messages via les messageries instantanées et les réseaux sociaux, mais ne reçut aucune réponse. Son inquiétude s'accrut encore. Après avoir envoyé plusieurs autres messages, elle reçut soudain dans la soirée une réponse à l'un d'eux. Bien que le numéro de provenance appartînt à sa fille, Ada apprit par la suite que l'auteur du message n'était pas Luz Maria. Le lendemain, 20 janvier, Georges se rendit au bureau de sa femme, au parquet, pour demander à ses collègues s'ils savaient où elle se trouvait. Mais tous répondirent qu'ils ne l'avaient pas vue au travail. Peu après, l'homme contacta sa belle-mère pour lui dire que ses tentatives de retrouver sa femme avaient été vaines. Il précisa également qu'il avait essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. Georges partagea alors ses soupçons avec la mère de la disparue, pensant qu'elle avait pu être enlevée. Ada sentit intuitivement que quelque chose d'étrange se cachait derrière l'hypothèse de son gendre, mais ses propos l'inquiétèrent néanmoins profondément. Elle décida de se rendre elle-même sur le lieu de travail de sa fille afin d'interroger ses collègues. Elle obtint ainsi des informations concordantes, selon lesquelles sa fille ne s'était pas présentée au travail ce jour-là. Inquiets, les parents de Luz Maria signalèrent la disparition de leur fille à la police, et le système d'alerte Isabelle Claudina, qui permet de rechercher immédiatement les femmes disparues dans le pays, fut activé dans tout le Guatemala. Dans le signalement de la disparition de la jeune femme, outre les détails décrivant son apparence physique, il était indiqué qu'elle avait été vue pour la dernière fois entre la 6e avenue et l'avenue Simón Cañas, dans la zone 2 de la ville de Guatemala. Après la disparition de la jeune femme, ce système d'alerte fut activé au Guatemala pour la 172e fois en 2021. Une recherche active de la disparue fut lancée. Le premier suspect dans cette affaire, rapidement requalifié en meurtre, fut son mari, Georges. Le 22 janvier, les responsables de l'enquête mobilisèrent toutes les organisations du pays spécialisées dans la recherche de personnes disparues afin de participer aux recherches de Luz Maria. Ce furent finalement des employés municipaux, occupés ces jours-là à nettoyer les égouts, qui firent la terrible découverte. En soulevant l'un des couvercles, l'un d'eux trouva un sac en plastique contenant ce qui semblait être un corps carbonisé et sans vie. La découverte eut lieu à seulement quelques mètres du bâtiment où travaillait Luz Maria. Les forces de l'ordre se rendirent immédiatement sur place. En raison de l'état du corps, il était difficile de confirmer s'il s'agissait bien de la jeune femme disparue ou de la victime d'un autre crime. Mais lorsque la mère arriva sur les lieux, les doutes furent levés. Ada reconnut immédiatement sa fille. L'expertise réalisée par l'Institut national de médecine légale INASIF établit que la cause du décès de la jeune femme était l'étouffement. Peu après, une équipe de la police civile nationale, spécialisée dans les enquêtes sur les féminicides, se mit également à l'ouvrage. Elle commença par dresser un portrait psychologique du couple, puis analysa les appels et les messages provenant des téléphones de Georges et de Luz Maria, ainsi que les enregistrements des caméras de surveillance installées le long de leur trajet habituel. Les informations recueillies confirmèrent ce qui était déjà évident. Le mariage de Luz Maria et de Georges était loin d'être heureux. Dans un second temps, les enquêteurs décidèrent de s'entretenir avec les amis et les proches du couple et découvrirent que ceux-ci vivaient dans un climat de disputes et de scandales permanents. D'après leurs connaissances communes, tout le monde savait que Georges était jaloux, qu'il cherchait à exercer un contrôle total sur son épouse et qu'il se montrait souvent violent à son égard. Il surveillait constamment Luz Maria, vérifiait l'historique de ses appels téléphoniques, savait à qui elle envoyait des messages et en connaissait le contenu, savait où elle se trouvait et avec qui. Il lui interdisait de communiquer avec ses collègues masculins au travail ou de déjeuner avec eux pendant les pauses, et il était même allé jusqu'à menacer l'un de ses collègues à une occasion.
Les enquêteurs apprirent également que, depuis le mariage de Luz Maria et de George, ce dernier battait régulièrement son épouse. Les parents de la jeune femme racontèrent en détail la relation entre leur fille et son mari, ce qui conduisit les policiers à penser que c'était George qui avait tué sa femme au cours d'une de leurs disputes, alors qu'elle voulait, une nouvelle fois, mettre un terme à leur union malheureuse. Au cours de l'enquête, on découvrit aussi des courriels de la victime, dans lesquels elle évoquait la violence exercée par son mari à son encontre. Lorsque les policiers décidèrent de fouiller l'appartement où vivait le couple, ils constatèrent à quel point il était sale et délabré. En inspectant les pièces, les enquêteurs trouvèrent des sécrétions nasales appartenant à Luz Maria, des traces de sang et des fragments de chair brûlée. Certaines preuves indirectes laissaient penser que George possédait des connaissances pratiques en médecine légale. Ainsi, par exemple, les parents de la victime se souvenaient que, lorsqu'ils venaient chez eux, ils manifestaient toujours un vif intérêt pour les manuels de criminologie que leur fille consultait durant ses études. Cependant, le principal élément ayant permis de confirmer l'implication de George dans le crime fut la découverte de traces de sang dans le coffre de la voiture qu'il partageait avec Luz Maria. À l'issue de l'enquête, le tribunal pénal de première instance délivra un mandat d'arrêt contre George, âgé de 23 ans, car selon les conclusions de l'enquête, il demeurait le seul suspect dans la mort de son épouse. L'audience préliminaire se tint le 23 janvier, sur la 15e avenue de la zone 1 de la ville de Guatemala. L'homme fut placé en détention provisoire, tandis que le parquet poursuivait ses investigations. Quelques heures après l'arrestation de George, les enquêteurs interrogèrent de nouveau Ada, la mère de Luz Maria. Celle-ci leur révéla des faits déchirants. Peu après la mort de sa fille, l'un des voisins du couple lui avait envoyé anonymement un enregistrement audio semblant avoir été réalisé le jour du meurtre. Sur cet enregistrement, on entendait Luz Maria crier et appeler à l'aide, tandis que sa petite fille pleurait à ses côtés. Ada fut anéantie par cet enregistrement car, selon elle, les personnes qui l'avaient réalisé auraient dû, au lieu de rester passives, appeler immédiatement le numéro d'urgence pour prévenir la police et tenter d'empêcher ce qui était arrivé à Luz Maria. Elles auraient également pu se rendre dans l'appartement d'où provenaient les bruits pour voir ce qui s'y passait. La mère de la jeune femme se rendit ensuite à l'endroit où le corps de sa fille avait été retrouvé. Des proches et des connaissances de la famille de la défunte s'y étaient rassemblés pour honorer sa mémoire. Au cours d'un bref discours, Ada exhorta toutes les personnes qui seraient un jour témoins d'une agression physique à ne pas rester les bras croisés, mais à intervenir et à prévenir immédiatement la police. Elle parla de Luz Maria non seulement comme de sa fille, mais aussi comme d'une professionnelle accomplissant son travail avec un grand sens des responsabilités, même lorsque celui-ci se révélait extrêmement difficile. En effet, dans le cadre de ses fonctions, Luz Maria devait étudier des cas de violence envers des enfants et des adolescents et souvent, après les avoir examinés, elle s'enfermait dans son bureau pour pleurer, tant ce qu'elle voyait lui semblait d'une cruauté insupportable. Quelques jours plus tard, le 31 janvier, des centaines de femmes manifestèrent pour exiger que le meurtrier de Luz Maria soit puni et que justice soit rendue à toutes les victimes de féminicide. Les manifestantes scandaient des slogans, brandissaient des banderoles portant la photo de la victime ainsi que divers messages, notamment « Justice » et « Plus aucune victime ». Le commissaire aux droits de l'homme du Guatemala exprima son inquiétude face aux chiffres alarmants relatifs à la violence faite aux femmes. Pendant ce temps, la manifestation, au cours de laquelle la foule réclamait justice pour les victimes d'agressions physiques, se poursuivit pendant de longues heures. Quelques mois après sa mort, à la mi-novembre, sa famille, ses amis et ses proches prirent à leur tour des pancartes et se joignirent à une grève devant les portes du centre de justice. Les proches de Luz Maria durent affronter un chemin semé d'embûches pour obtenir la sanction méritée contre l'homme qui l'avait si brutalement assassiné. Malgré les difficultés, ils demeurèrent inébranlables dans leurs intentions, chaque obstacle les incitant à se montrer encore plus actifs. Ces obstacles étaient nombreux, certains liés au système judiciaire du pays, d'autres aux manœuvres de la défense de l'accusé. Ainsi, par exemple, les audiences furent reportées à 2 reprises. Ce ne fut que le 17 décembre 2021, un an après le crime, qu'eut lieu une étape intermédiaire du procès contre George, au cours de laquelle furent présentées au juge les preuves nécessaires à l'ouverture d'une procédure judiciaire orale et publique. À ce stade du procès,
Les enquêteurs du parquet fournirent au tribunal un ensemble suffisant de preuves, de documents et d'autres éléments établissant que George avait bel et bien tué son épouse, puis brûlé son corps avant de l'envelopper dans un sac en plastique et de le jeter dans les égouts. Les détectives demandèrent alors l'ouverture d'un procès contre lui. Par la suite, les avocats du bureau du procureur général du pays, agissant en qualité de représentants légaux et de conseil de la famille de la victime, se joignirent à cette demande. Pendant ce temps, la défense de George tenta, par tous les moyens, de ralentir la procédure judiciaire. Les avocats de l'accusé sollicitèrent ainsi une nouvelle expertise médico-légale du corps de la victime, censée fournir à leur client une description plus détaillée de la cause du décès. Ils demandèrent également au juge de suspendre temporairement le procès jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments dans l'affaire et d'accorder à George une détention provisoire à domicile assortie d'un dispositif de contrôle biométrique. La présentation des preuves s'acheva par le témoignage d'Ada, la mère de Luz Maria, qui déclara qu'à ce stade de sa vie, elle faisait tout son possible pour préserver la santé mentale de sa petite fille, laquelle avait été témoin des derniers instants de la vie de sa mère. Ada affirma que l'enfant savait parfaitement qui était responsable de la mort de sa mère et demanda au juge de protéger à la fois sa petite fille et l'ensemble de sa famille, car ils avaient déjà reçu des menaces. Le juge Mendez confirma l'existence d'un lien évident entre les faits présentés par l'accusation et le crime reproché à George. Il reconnut également les membres de la famille de Luz Maria comme victimes indirectes de ce crime et les désigna comme partie civile dans l'affaire, aux côtés des représentants du ministère public du pays. Parallèlement, le juge de paix rejeta la demande de suspension provisoire de la procédure formulée par la défense et fixa au 23 décembre de la même année la date du début du procès, avec la participation du Conseil général du Guatemala pour les crimes. Après plusieurs reports, le procès de George s'ouvrit finalement le 26 juillet 2022. L'accusé se tenait alors dans un coin de la salle d'audience, derrière un écran en plastique qui le séparait de la famille de la victime et l'empêchait de croiser le regard des témoins qui déposaient à ce moment-là dans l'affaire. Lors de l'exposé du ministère public sur le féminicide, le procureur Marlon Ordóñez révéla aux personnes présentes les détails atroces du meurtre. Il décrivit avec précision le processus par lequel George tua son épouse, puis tenta de se débarrasser du corps en le dissimulant dans les égouts. Le procureur précisa que, selon les résultats de l'enquête, le crime avait été commis dans la nuit du 19 janvier. Ce jour-là, le couple s'était disputé, au cours de laquelle George étrangla son épouse. Il traîna ensuite son corps jusque dans la cour de l'immeuble, où il l'aspergea d'essence avant d'y mettre le feu. Le criminel espérait ainsi faire disparaître le corps et d'autres traces compromettantes, mais il n'y parvint pas. L'incendie ayant dégagé une importante quantité de fumée, George craignit que les voisins n'alertent les pompiers et la police. Il éteignit alors le feu avant que le corps ne soit entièrement consumé. Il enveloppa ensuite la dépouille dans du polyéthylène et la plaça dans le coffre de sa voiture. Le lendemain matin, il se rendit sur le lieu de travail de Luz Maria. Il s'arrêta quelques minutes devant le bâtiment où se trouvait son bureau, afin que les caméras enregistrent qu'il l'avait prétendument déposé au travail comme à l'accoutumée, puis il poursuivit sa route sur l'avenue Simon Cagnas, jusqu'à trouver un endroit approprié pour se débarrasser du corps. Au cours de l'enquête menée par les experts dans la maison où vivait la famille, des traces de traînées ainsi que des particules de chair brûlée furent découvertes. Les échantillons prélevés sur le lieu du crime furent transmis à des spécialistes pour analyse ADN, et les résultats confirmèrent qu'il s'agissait bien de George, qui avait brûlé le corps de Luz Maria. L'examen du morceau de polyéthylène dans lequel le cadavre était enveloppé révéla qu'il provenait de l'emballage d'un matelas acheté peu avant les faits par le couple et portant encore le logo de la marque. Les restes de la corde utilisée par George pour attacher le corps de son épouse et le jeter dans les égouts furent également retrouvés dans la maison. La preuve essentielle présentée par l'accusation demeurait toutefois le téléphone portable de la victime. Grâce à l'analyse de sa géolocalisation, il fut établi que, depuis le moment du meurtre, George avait constamment conservé l'appareil sur lui, où qu'il se trouvât, et que ces données correspondaient parfaitement à celles de son propre téléphone. Parmi les lieux où George se rendit après avoir commis son crime, figurait l'appartement qu'il partageait avec son épouse, ainsi que les domiciles de certains membres de sa famille, chez qui il se rendit après avoir jeté le corps dans les égouts. Les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance apportèrent également des preuves déterminantes à l'accusation. Mais même après cela, la défense de l'accusé persista à plaider l'innocence de son client.
Les avocats tentèrent de réfuter les arguments du procureur en soutenant que les enquêteurs avaient accompli leur travail de manière inefficace. Selon eux, Georges avait lui-même participé activement aux recherches de Luz Maria en se rendant sur son lieu de travail le jour où elle avait été portée disparue. Ils soulignèrent également que, l'affaire ayant suscité un vif intérêt public et ayant été largement médiatisée, les juges avaient sans aucun doute subi une forte pression de la part de la société et avaient ainsi pu commettre une série d'erreurs en portant des accusations prématurées contre leurs clients. Peu avant la fin de l'audience, Ada prit la parole et expliqua que, depuis le jour du meurtre de sa fille, sa famille souffrait non seulement de la perte d'un être cher, mais aussi de la douleur de voir sa petite-fille poser sans cesse des questions sur sa mère. Ada confia que son mari et elle faisaient chaque jour tout leur possible pour aider l'enfant à surmonter plus facilement ce qui s'était passé. Le père de la victime s'exprima également. Il déclara que Georges lui avait immédiatement semblé être une personne très cruelle et qu'en 2018, il avait eu avec lui une conversation sérieuse après que Georges eut frappé Luz Maria. Au cours de cet entretien, Georges lui avait promis de changer, mais rien ne s'était modifié. Le père de la victime fit également remarquer que Georges leur avait donné une version complètement différente des faits lorsqu'il leur avait annoncé la disparition de leur fille, puis qu'il avait modifié cette version devant les enquêteurs. En effet, Georges avait affirmé aux parents de la victime qu'il avait déposé son épouse près de son lieu de travail, mais lorsque ceux-ci reçurent l'enregistrement audio dans lequel leur fille appelait à l'aide, il élabora aussitôt une version totalement différente des événements. Au cours du procès, les conclusions de tous les experts ayant participé aux différentes étapes de l'enquête furent entendues. Ils expliquèrent que l'une des preuves attestant que la jeune femme avait été étranglée résidait dans les ecchymoses relevées sur son cou, vraisemblablement causées par la pression des doigts de l'agresseur. Il fut également précisé que 80% de la surface du corps de la victime était brûlée et que la jeune femme avait reçu un coup à la tête alors qu'elle était encore en vie. Lors de l'une des audiences, le frère de Luz Maria, Omar López Morales, raconta ses conversations avec sa sœur au sujet de son mari. Selon lui, celle-ci lui avait confié à plusieurs reprises que Georges était jaloux et possessif. Le frère de la victime évoqua également les derniers messages qu'il avait reçus du téléphone de sa sœur. Il indiqua que, le 9 janvier 2021, vers 20 heures, une photo de la voiture de sa sœur, accompagnée de 2 émoticônes en forme de cœur, avait été publiée dans son statut WhatsApp. Omar réagit à ce statut en écrivant à sa sœur qu'il aimait la voiture, et elle lui répondit en le remerciant et en ajoutant qu'il aurait bientôt la sienne. Le contenu de ce message surprit le jeune homme. Il expliqua au juge que sa sœur n'utilisait jamais de ponctuation sur WhatsApp, alors que ce message en comportait, ce qui pouvait indiquer qu'il avait été rédigé par une autre personne. Il souligna également que, même le 20 janvier, jour où, comme il s'avéra par la suite, sa sœur était déjà décédée, il avait reçu un autre message provenant de son téléphone, comme s'il venait d'elle. Le jeune homme ajouta que ses soupçons à l'égard de Georges s'étaient renforcés lorsque la famille eut eu accès aux enregistrements des caméras de surveillance situées près de son lieu de travail. Sur ces images, on distingue la voiture familiale de Luz Maria et Jorge, mais aucune ne montre la propriétaire en train de quitter le véhicule. L'accusation fit comparaître plusieurs témoins qui acceptèrent de déposer à condition que leur identité demeurât secrète. L'un d'eux, désigné comme le témoin A, déclara que Luz Maria avait peur de son mari, celui-ci l'ayant menacé à plusieurs reprises. Un jour, il lui avait même dit que, si elle le quittait, il la découperait en morceaux et la jetterait dans un fossé. Selon les témoins, la jeune femme subissait des violences économiques, physiques et psychologiques. Plusieurs messages échangés entre la victime et l'accusé furent projetés sur un écran dans la salle d'audience. Dans l'un de ces messages, la victime confiait à Georges qu'elle l'aimait, même s'il était capable de la tuer, ce à quoi il répondit qu'il était capable de prendre soin de ce qui lui appartenait. Le 13 septembre 2022, le docteur Rodrigo Méndez fut invité à la barre. Ce médecin travaillait à l'Institut national de médecine légale et entre le jour où la disparition de Luz Maria avait été signalée et celui où son corps avait été retrouvé, il procéda à l'examen médical de Georges, alors considéré comme le principal suspect. Le spécialiste déclara qu'au cours de cet examen, il avait constaté plusieurs traces de coups sur différentes parties du corps de l'homme, notamment sur les bras, les paumes et la poitrine. Tout portait à croire que ces coups avaient été infligés à Georges par son épouse, qui tentait de se défendre.
Les blessures subies par l'accusé furent filmées par les employés du parquet, lesquels jugèrent nécessaire de consigner l'état physique de l'homme. Au moment de résumer l'audience, les avocats de George affirmèrent que les preuves présentées par le parquet n'étaient pas convaincantes. Ils soulignèrent qu'aucun des témoins appelés à la barre n'avait assisté directement aux faits, ce qui, selon eux, permettait de rejeter aisément toutes les preuves tendant à établir que George était un homme violent et qu'il avait exercé des violences contre son épouse ce jour-là. Ils insistèrent également sur le fait que les enregistrements des caméras de surveillance ne constituaient pas une preuve, car au moment où George traversait la zone 2, 7 autres véhicules similaires avaient été aperçus dans la même partie de la ville, se déplaçant dans la même direction. Les avocats ajoutèrent qu'aucune caméra n'avait filmé l'homme en train de sortir le corps de la voiture. De plus, selon eux, le coffre de ce véhicule n'était pas suffisamment grand pour contenir le corps de la victime. En dépit des arguments de la défense, le procureur Ordóñez requit la peine maximale à l'encontre de l'accusé, estimant qu'il était manifeste non seulement que George avait ôté la vie à son épouse, mais aussi qu'il l'avait fait sous les yeux de leur fille. Quelques jours avant le verdict du tribunal, Ada, la mère de la jeune femme assassinée, rendit public l'enregistrement audio d'une conversation entre sa petite-fille et des journalistes, dans laquelle l'enfant pleurait en racontant ce qu'elle avait vu le jour de la tragédie. Sur cet enregistrement, la fillette prononçait des mots inintelligibles. La fille de la victime. D'abord il l'a tuée, d'abord il l'a poignardée, d'abord il l'a brûlée. Ada, la mère de la victime. Vous entendez, elle dit brûler au lieu de incendier. C'est une enfant de 3 ans, une petite fille de 3 ans, une créature innocente. Et j'ai déjà 9 enregistrements de ce genre. J'ai décidé de consigner ces paroles, car elles me déchirent le cœur, et je veux que cet homme les entende aussi et comprenne ce qu'il a fait à sa propre fille. Quelques heures avant le prononcé de la sentence, George répondit aux questions des médias. Il déclara qu'il n'était pas un meurtrier et qu'il souhaitait rester en liberté pour être auprès de sa fille et veiller à son éducation. Il répéta à plusieurs reprises qu'il n'était vraiment pas un meurtrier. Il affirma également avec une amertume ostensible que le procès se solderait par la perte de son épouse, de sa fille et de sa liberté. Finalement, le 11 octobre 2022, le tribunal rendit son verdict. George fut reconnu coupable du meurtre de Luz Maria, son épouse, et condamné à 50 ans de réclusion criminelle. Dans une décision unanime, les 3 juges, Carlos Humberto, Ana Margarita et Héctor José, déclarèrent que les preuves fournies établissaient que George avait étranglé son épouse à leur domicile, l'avait aspergée d'essence, puis avait tenté de brûler le corps et d'effacer toute trace du crime. Après avoir pris connaissance du verdict, la mère de Luz Maria déclara qu'elle le considérait comme positif, car le meurtrier de sa fille avait reçu la peine maximale possible et que grâce à cela, d'autres cas de violence similaires au Guatemala ne resteraient peut-être pas sans suite. Ada ajouta que, durant le procès, elle avait obtenu la garde de sa petite fille et qu'elle vivrait désormais uniquement pour elle. Le père de Luz Maria, Byron, prononça presque les mêmes paroles en quittant le tribunal. Il affirma que l'homme finalement condamné avait autrefois juré d'aimer, de respecter et de protéger sa fille, mais qu'il avait au contraire mis fin à ses jours sous les yeux de leur enfant. Le 13 octobre, une audience sur l'indemnisation se tint, au cours de laquelle le tribunal reconnut le droit des victimes à une compensation financière ainsi qu'à un dédommagement. En outre, la municipalité décida d'ériger une plaque commémorative à l'endroit où le corps de la jeune femme avait été retrouvé. Le ministère de l'Éducation fut également chargé d'accorder une bourse à la fille de la victime et de poursuivre les séances d'accompagnement psychologique déjà mises en place pour l'enfant. Dylan Nicholas Redwine est né le 6 février 1999 aux États-Unis. Selon ses amis et sa famille, il a grandi comme un garçon ordinaire. En 2012, alors qu'il avait 13 ans, il aimait passer du temps avec ses amis et faire du sport. Ses proches ont également déclaré qu'il passait beaucoup de temps sur son téléphone et sa tablette. Ses parents, Mark Redwine et Aline Hall, étaient alors en pleine procédure de divorce difficile. Ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord et ont fini par divorcer. Des questions telles que le partage des biens et la garde des enfants ont dû être résolues à ce moment-là. Finalement, le tribunal a attribué la garde de Dylan aux 2 parents. Son frère, Corey, avait 7 ans de plus que lui. Adulte, il a choisi de vivre avec sa mère. Les 2 frères étaient très proches. Corey accompagnait Dylan à l'école et l'emmenait faire du sport.
Dylan, Corey, leur mère et son nouveau compagnon vivaient alors à Colorado Springs. Le 18 novembre 2012, Dylan s'est rendu chez son père pour fêter Thanksgiving avec lui. Son père vivait dans la banlieue de Durango, dans le Colorado. Cette rencontre avait été ordonnée par le tribunal. Mais ce que la famille de Dylan ignorait, c'est que ce jour-là serait le dernier où il serait vu vivant. Dylan avait annoncé à sa mère qu'il ne souhaitait pas passer cette fête avec son père. Sa grand-mère maternelle avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer et Dylan voulait passer du temps avec elle. Cependant, selon l'ordonnance du tribunal, ce rendez-vous ne pouvait pas être reporté. Le garçon a donc dû se rendre chez son père. Ce jour-là, le 18 novembre 2012, Dylan a envoyé des SMS à ses amis et à sa famille comme à son habitude. Il a également appelé quelques-uns de ses camarades de classe. Tout semblait aller pour le mieux. À 21h37, il a envoyé son dernier message. Il était destiné à sa mère. Le garçon lui souhaite une bonne nuit et lui dit qu'ils se parleront le lendemain. Le lendemain, la mère de Dylan n'avait toujours pas reçu de message de sa part. À la place, Mark, son ex-mari, lui a envoyé un texto. Ce dernier lui demandait si elle savait où se trouvait Dylan, car il ne l'avait pas vu depuis des heures. En entendant cela, elle est devenue très inquiète. Elle a répondu à Mark qu'elle ne savait pas où il était. La maison de Mark se trouve à environ 6 heures de route de celle d'Aline. Dylan n'a donc pas pu se rendre seul chez sa mère. Le garçon a ensuite été recherché dans les environs. Le 19 novembre 2012, soit le même jour, Mark a officiellement signalé la disparition de son fils. Il a expliqué aux policiers qu'il était allé au magasin le matin pour faire des courses, tandis que Dylan était resté à la maison pour regarder la télévision. Lorsqu'il est revenu, le garçon avait disparu. Mark est alors sorti pour interroger les voisins, mais aucun d'entre eux ne savait où se trouvait l'adolescent. Mark a alors appelé son ex-femme qui lui a répondu qu'elle n'avait aucune nouvelle de son fils. Mark a alors décidé de signaler la disparition de son fils. La police a constaté que non seulement Dylan avait disparu, mais aussi que ses effets personnels avaient été volés. Des recherches ont donc été lancées, avec la participation de policiers et de bénévoles. Des chiens spécialement entraînés, des hélicoptères et d'autres équipements ont également été utilisés. Ces recherches ont été lancées presque immédiatement, car Dylan était mineur. Un peu plus tard, des objets appartenant à l'adolescent ont été retrouvés. La première chose à être retrouvée a été sa chaussure. Pour s'assurer qu'elle lui appartenait bien, la chaussure a été envoyée pour analyse. Par chance, Aline avait conservé la dent de lait de son fils pendant plusieurs années. Grâce à cette dent, il a été possible d'effectuer un test ADN. Le résultat du test s'est avéré positif. En d'autres termes, la chaussure lui appartenait. Quelque temps plus tard, la deuxième chaussure de l'adolescent a également été retrouvée. Cependant, aucun corps ni aucun autre indice sur ce qui est arrivé à Dylan n'a été découvert pendant les 7 mois qui ont suivi. En juin 2013, la police a retrouvé des restes humains appartenant à un adolescent porté disparu. Il n'a pas été possible de déterminer exactement ce qui lui était arrivé. En outre, il manquait certaines parties corporelles, parmi lesquelles le crâne de la victime. L'enquête sur l'affaire était alors moins intense et la plupart des policiers se sont vus confier d'autres affaires. Cela s'expliquait essentiellement par le fait qu'il n'existait que très peu de pistes dans l'affaire Dylan. Dans le même temps, une récompense a été promise à toute personne fournissant des informations sur le sort de l'adolescent. Mais là encore, aucune piste significative n'avait été relevée. 2 ans après la découverte des restes de Dylan en novembre 2015, un jeune couple en excursion a trouvé un crâne. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un animal, car de nombreux autres os ont été découverts à proximité. Ils ont néanmoins décidé de signaler la découverte aux autorités. Il s'est avéré que la plupart de ces os appartenaient effectivement à des animaux. Toutefois, après un test ADN, il a pu être déterminé qu'il s'agissait bien du crâne de Dylan. Cependant, il est toujours impossible de savoir ce qui est arrivé à l'adolescent. Sa mère et son frère ont suivi de près l'enquête. Malgré le passage des années, leur désir de comprendre ce qui est arrivé à Dylan et d'obtenir réparation demeure intact. Il est à noter que les appareils électroniques et le sac à dos de l'adolescent n'ont jamais été retrouvés. Cela fait près de 5 ans que Dylan a été vu vivant pour la dernière fois. La mère et le frère du jeune homme décédé continuent de faire pression sur la police pour qu'elle intensifie ses efforts. En 2017, le rapport d'enquête ainsi que l'ensemble des preuves disponibles ont été confiés à une nouvelle équipe d'enquêteurs.
La direction de la police a estimé qu'un nouveau regard sur l'affaire permettrait d'explorer de nouvelles pistes. Selon le rapport, des échantillons de l'ADN de l'adolescent ont été retrouvés au domicile de Mark, le père de Dylan. Cette découverte était passée inaperçue aux yeux des enquêteurs. Des traces de sang ont été retrouvées sur les canapés du salon, sur le sol, sur une petite table basse et sous le tapis. En outre, des chiens spécialement entraînés à sentir les restes humains ont indiqué certains endroits et objets de la maison de Mark, notamment un coin du salon, un petit espace à côté de la machine à laver, l'arrière de la camionnette de l'homme et ses vêtements. La nouvelle équipe d'enquêteurs se demande pourquoi toutes ces preuves ont été ignorées lors de l'enquête précédente. Avec toutes ces preuves, ils étaient convaincus de pouvoir porter plainte contre le père de Dylan. On a alors appris que les personnes initialement impliquées dans l'affaire avaient déjà tenté d'obtenir un mandat d'arrêt contre l'homme. Cependant, le juge a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour placer Mark en détention. Toutefois, la nouvelle équipe d'enquêteurs est parvenue à convaincre le juge de contraindre Mark à se présenter au commissariat pour y être interrogé. Interrogé, Mark a immédiatement déclaré accepter de coopérer avec la police. Il maintient toutefois qu'il n'est pas impliqué dans la mort de son fils. Il a même donné sa version des faits. Selon lui, Dylan voulait rendre visite à sa grand-mère. C'est pourquoi il aurait pris ses affaires et serait parti de la maison. L'adolescent s'est ensuite rendu dans les bois où il aurait été attaqué par un animal sauvage. Un nouvel examen médico-légal n'a pas permis d'apporter d'éléments significatifs. Il a donc été décidé de faire appel à une anthropologue expérimentée afin d'analyser les os de Dylan et surtout son crâne. Cette dernière a pu découvrir sur le crâne de l'adolescent des blessures qui ne pouvaient tout simplement pas avoir été infligées par un animal sauvage. Selon cette experte, Dylan a été frappé à la tête avec un objet tranchant, probablement un couteau. Cependant, une autre blessure, probablement causée par un animal sauvage, a été identifiée sur le crâne. Quoi qu'il en soit, cette dernière pense que cela s'est produit après la mort de Dylan. Elle a également affirmé que Dylan avait reçu plusieurs autres coups à la tête qui auraient pu entraîner sa mort. Dans cette nouvelle phase de l'enquête, Corey, le frère de Dylan, a de nouveau témoigné. Il a déclaré qu'en 2011, lors d'un voyage en voiture avec leur père et leur frère, ils avaient découvert des images pour le moins étranges sur l'ordinateur de Mark. Plus tard, les frères se sont retrouvés seuls et ont pu examiner l'ordinateur de leur père plus en détail. Ils y ont fini par trouver des photos de Mark. Sur ces photos, il était vêtu de sous-vêtements féminins et son visage était maquillé. Il était également clair que sur ces photos, l'homme mangeait des excréments provenant d'une couche. Il est difficile de comprendre pourquoi Corey a décidé de les enregistrer sur son téléphone. Elles ont finalement été remises aux autorités. Si Corey n'a pas été particulièrement impressionné par ces photos, Dylan, lui, a complètement changé d'attitude envers son père et a perdu tout respect pour lui. Dylan a dit à Corey à plusieurs reprises qu'il avait honte à chaque fois qu'il se rappelait de ces photos. Selon un autre témoignage de Corey, en juin 2013, alors que le crâne de Dylan n'avait pas encore été retrouvé, son père a déclaré qu'il pensait que le garçon était mort à la suite d'un traumatisme contondant. Compte tenu de toutes ces informations, un juge a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Mark. Il avait signalé la disparition de son plus jeune fils 5 ans plus tôt. La police a par la suite conclu que Dylan avait été tué dans le salon du domicile de son père. Mark aurait ensuite découpé le corps de son fils en morceaux et dispersé les restes en différents endroits. Selon les enquêteurs, le meurtre a été commis parce que Dylan et Mark s'étaient disputés au sujet de photos que le jeune homme avait vues par le passé. Mark Redwine, âgé de 55 ans, a été arrêté le samedi 22 juillet 2017. Chauffeur de camion à l'époque, il s'absentait de son domicile pendant de longues périodes. Il est désormais incarcéré à la prison d'État du Colorado, où il attend son procès depuis plus de 3 ans. Le procès était initialement prévu pour novembre 2018. Il a toutefois dû être reporté en raison de la lourde charge de travail du système judiciaire local. En septembre 2019, il a de nouveau été reporté en raison de l'arrestation de l'avocat de Mark pour violence domestique. En avril 2020, il a de nouveau été reporté en raison de la pandémie. Il a finalement été fixé au 24 juin 2021. Le 21 juin, le nom du juge a été révélé et le procès a débuté. Les procureurs ont déclaré que la relation entre Mark et Dylan était très tendue à cause des photos découvertes par le jeune homme et son frère aîné. Selon la version de l'accusation, un conflit aurait éclaté peu avant la disparition entre l'homme et l'adolescent et ce dernier l'aurait tué. Cependant,
La défense de Mark a insisté sur le fait que Dylan s'était simplement enfui et avait été victime d'un animal sauvage. La distance entre le lieu où le crâne de Dylan a été trouvé et le lieu où ses os ont été découverts est d'environ 2 km. Selon Mark, militant des droits de l'homme, s'il voulait vraiment cacher les restes du corps de son fils, il n'y avait pas plus de chance qu'il les enterre dans le sol. Toutefois, l'accusation n'a pas exclu la possibilité que les animaux aient emporté une partie des restes de Dylan dans un autre endroit. Le procureur a également invité les amis de Dylan à témoigner. Il s'agit notamment de Ryan Abba, âgé de 22 ans, qui n'avait que 11 ans au moment des faits. Il était connu pour être l'un des amis les plus proches de Dylan. La veille de l'annonce de la disparition de l'adolescent, ils avaient convenu de se retrouver chez lui à son retour. Mais Dylan n'est jamais revenu. D'autres amis proches de Dylan ont également affirmé avoir perdu contact avec lui peu avant sa disparition. Selon l'accusation, si Dylan s'était réellement enfui du domicile de son père, il aurait certainement pris contact avec ses amis. Aline, la mère de Dylan, a de nouveau témoigné devant le tribunal. Elle affirme également avoir perdu le contact avec lui peu avant sa disparition. Le silence de ce dernier lui a semblé étrange, mais elle a pensé qu'il passait simplement du bon temps avec son père et a décidé de ne pas s'en mêler. Ce n'est que lorsque Mark lui a envoyé un texto qu'elle a commencé à s'inquiéter. Comme nous le savons déjà, il lui a demandé si elle savait où se trouvait Dylan. Elle a répondu par la négative. Les maisons des parents de l'adolescent étant très éloignées l'une de l'autre, il est presque impossible que le garçon ait décidé de rentrer chez lui à pied. Aline a demandé à Mark où il avait laissé leur fils, et il lui a raconté la même histoire que celle qu'il avait racontée aux policiers. Comme quoi, il était allé faire des courses et avait laissé son fils seul à la maison. À son retour, il n'était plus là. Selon Aline, elle s'est méfiée de cet homme dès le début. Ses soupçons se sont renforcés lorsqu'elle a appris qu'il lui avait dit qu'il avait déjà déposé un rapport de police, alors qu'il ne l'avait fait que quelques heures après leur conversation. Aline avait appelé le bureau du shérif, situé non loin de la maison de Mark, et on lui avait dit qu'aucun rapport concernant la disparition de l'adolescent n'avait été reçu. Il était difficile pour une mère d'imaginer que son fils s'était enfui sans lui laisser de message. Pour les proches de Dylan, le coupable de sa disparition était donc toujours Mark. L'accusation affirme que le dernier contact avec l'adolescent remonte à la soirée du 18 novembre. De plus, des traces de sang appartenant à Dylan ont été retrouvées au domicile de Mark, et des chiens spécialement entraînés ont pointé vers les mêmes endroits ainsi que vers sa voiture. Ces chiens ont pu sentir l'odeur des vêtements que Dylan portait peu avant sa disparition. Il a également été noté que Mark conduisait très prudemment et qu'il connaissait très bien le quartier. Malgré toutes ces preuves, l'avocat de Mark a continué à soutenir que Dylan s'était simplement enfui de chez lui et qu'il avait ensuite été attaqué par un animal sauvage. Selon lui, son père et lui auraient pu se disputer la photo, mais l'homme n'aurait pas fait de mal à son fils. Il convient de noter que Mark lui-même n'a pas témoigné. Seul son avocat a pris la parole pour réfuter les arguments de la défense et souligner que les effets personnels de Dylan n'avaient jamais été retrouvés. Réfutant les arguments de la défense, l'accusation a également noté que les effets personnels de Dylan n'avaient jamais été retrouvés. Il est par ailleurs impossible qu'un animal sauvage en soit devenu propriétaire. Il en va de même pour les lésions constatées sur le crâne de l'adolescent, probablement causées par un objet tranchant. Une telle blessure ne peut tout simplement pas avoir été infligée par un animal. Finalement, Mark Redwine, âgé de 59 ans, a été reconnu coupable de meurtre et de mauvais traitement sur mineur le 16 juillet 2021. Il a été provisoirement condamné à 48 ans de prison. Une audience pour déterminer la peine finale a été programmée pour le 8 octobre 2021. Le juge a finalement condamné Mark à 48 ans de prison. Il a également indiqué que l'affaire comportait de nombreuses circonstances aggravantes. L'homme avait peu de chances d'obtenir une libération conditionnelle, car il ne montrait aucun signe de regret et refusait de fournir des informations sur le sort de son fils. Après toutes ces années, la mère et le frère de Dylan ont enfin obtenu réparation. Il s'agit d'une affaire très triste. L'attitude de Dylan à l'égard de son père a changé après avoir vu ses photos. Une dispute avec son père a finalement débouché sur ce qui a fini par être un meurtre. Mark avait déjà fait preuve de violence par le passé. Ce jour-là, sa colère a repris le dessus et il a tué son fils de la manière la plus horrible qui soit. Il s'est ensuite débarrassé des restes en les cachant dans divers endroits.